Bonsoir, les titres. Les magouilles marseillaises, les dirigeants de l'OM auraient tenté de soudoyer l'équipe de Valenciennes. Rumeur ou tricherie? Les évêques de l'Église catholique s'opposent au code de la nationalité et au contrôle d'identité. Ils prennent la défense des immigrés. Signe des temps, même le Champagne a des difficultés. Mouette et Chandon s'apprêtent à supprimer 200 emplois. Et puis le tirage au sort de Roland Garros qui commence lundi. Le compte tombe sur Bruguera dès le premier tour. La suspicion donc sur l'Olympique de Marseille. Rien ne sert de gagner si l'on est soupçonné de tricher. Hier, Marseille disputait à Valenciennes un match très important. En le gagnant 1-0, l'OM s'est quasiment assuré de devenir champion de France. Seulement voilà, certains joueurs de Valenciennes affirment qu'on leur a proposé de l'argent pour laisser filer le match. François Brabant. L'Olympique de Marseille a battu Valenciennes 1-0. Et l'Olympique de Marseille, avec 6 points d'avance sur le PSG et le titre de champion de France aux 2 tiers dans la poche, peut donc partir le cœur léger à la conquête de l'Europe. Le cœur léger, pas tout à fait. Hier à la mi-temps, Jacques Glassman, le libéro nordiste, gâche la fête. Mercredi, annonce-t-il, un dirigeant marseillais a tenté de m'acheter de l'argent contre ma collaboration sur le terrain. Une nuit de réflexion plus tard, Glassman persiste et précise. Est-ce que vous êtes sûr que c'était Jean-Pierre Bernès qui était au téléphone? Vous savez, on me l'a présenté comme Monsieur Bernès, je pourrais jamais le prouver, ça. Une voix au téléphone, c'est tout. Maintenant, la voix du joueur qui m'a parlé, je l'ai très bien reconnu puisque c'est mon copain. Donc, qui était ce joueur? Je vais pas le citer pour l'instant, mais pour l'instant... Un joueur connu de Marseille? Bah oui, c'était un joueur de Marseille. Ridicule, réplique-t-on à Marseille. Comme par hasard, cette affaire éclate à 6 jours d'une finale européenne. D'ailleurs, à l'OM, on attend les preuves. Vous ou moi, nous pouvons tout à l'heure téléphoner à un joueur de Metz ou à un joueur de Nantes, nous faire passer pour Biancheri ou Tallard, et puis lui dire, est-ce que tu pourrais nous laisser gagner ce soir pour qu'on reste dans la roue de Marseille? Qui peut croire une chose pareille? Qui peut imaginer une aussi belle sottise? Tentative de corruption ou tentative de déstabilisation, ce sera à la commission de discipline de la Ligue de trancher. Si la Commission nationale de discipline est saisie, elle entendra tous ceux qui pourront l'éclairer et aider à la manifestation de la vérité. Tous, sans exception. Le joueur d'abord et tous ceux qui pourraient avoir reçu des confidences ou auraient des renseignements qui nous aideraient à comprendre et à savoir. Didier Deschamps et les Marseillais voulaient aller à Munich, le cœur léger. Ce ne sera sans doute pas tout à fait le cas. On reparlera sans doute de ce Valenciennes-Marseille après la finale de la Coupe d'Europe. Le tennis avec le tirage au sort de Roland Garros, la grande quinzaine de la Porte d'Auteuil commence lundi. Alors tous à vos postes, France 2 et France 3 vous feront vivre heure par heure le tournoi. Tirage au sort donc aujourd'hui. Pas facile pour les Français dont aucun n'est tête de série. Et puis malheureusement le plus mal loti c'est Henri Lecomte qui tombe sur Bruguera, tête de série numéro 10 dès le premier tour. Laurent-Frédéric Bollet, Roger Motte, coquin de sort. Attention, cette silhouette vaut des millions de dollars, c'est celle de Jim Courier, le favori de Roland Garros encore pour cette année. Quelques instants après, un personnage plus affable, Ivan Lendl, papa gâteau, avec sa fille Marika. Oui, les stars sont bien là et pour cause, aujourd'hui, une championne olympique avait la redoutable tâche de leur indiquer leur futur destin dans le tournoi. Un tirage au sort lourd de conséquences, mais au moins ça la fait rire. Je n'y peux rien. Enfin, on verra bien. Enfin, j'espère que ça ira. Ça ira, Marie-Jo, mais pas pour tout le monde, car vous avez eu la main lourde pour Henri Lecomte, opposé d'emblée à l'Espagnol Bruguera, tête de série numéro 11. Henri Lecomte, mousquetaire des temps modernes, capable de tout, mais qui devra affronter le récent vainqueur de l'Open de Monte-Carlo. Ce sera très dur. En tout cas, un Roland Garros qui commence pour le moins très fort. Je crois qu'il y a toujours des aspects négatifs et des aspects positifs. L'aspect négatif, c'est bien sûr de voir disparaître des joueurs qu'on a envie de suivre tout au long de la quinzaine. Mais l'aspect positif, c'est qu'il n'y a pas de tour de chauffe. On rentre dans le vif du sujet dès le premier jour. Et je crois que c'est un des éléments qui caractérisent les tournois du Grand Chelem et qui font leur intérêt. Les autres Français, Cédric Pioline affrontera l'Australien Stolle, Arnaud Butch l'Allemand Steb et Fabrice Santoro le Japonais Matsuoka. Jour J-3 pour Roland Garros. Aujourd'hui, les joueurs ont pu s'entraîner pour une des dernières fois avant le grand bain. Jim Courier est donc l'incontestable favori chez les hommes, Steffi Graf chez les femmes, en l'absence de Monica Seles. Une absence qui pèsera lourd dans ce central impressionnant et encore vide, tandis qu'au loin les grues indiquent que Roland Garros est en chantier, l'agrandissement est programmé.
Une attaque contre le gouvernement qui ne vient pas d'où on l'attendait. C'est l'Église catholique qui, très officiellement, critique la réforme du Code de la nationalité et les projets de contrôle d'identité. Une critique en forme de défense des immigrés. Alors pour bien comprendre cette critique, justement, petit rappel des modifications récentes sur ces sujets. Anne Poncinet. La semaine dernière, les députés adoptaient une réforme du Code de la nationalité. Principale modification, les jeunes nés en France de parents étrangers ne seront plus français automatiquement à leur majorité. Il leur faudra en faire officiellement la demande entre 16 et 21 ans. Faute de quoi, ils devront avoir recours à la procédure de naturalisation. D'autre part, l'étranger qui a épousé un Français devra attendre plus longtemps pour pouvoir demander une naturalisation. Par ailleurs, mercredi dernier, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi pour rendre plus faciles les contrôles d'identité. Ce texte ne concerne évidemment pas uniquement les étrangers, mais il vise en particulier à repérer plus facilement les immigrés clandestins. Il s'agit pour le moment d'un projet qui devra être discuté au Parlement. C'est donc l'évêque de Saint-Étienne qui a émis des critiques contre ces différentes législations. Pourquoi lui? Tout simplement parce que Monseigneur Joaton est président de la commission épiscopale des migrations. Il ne veut pas, vous allez le voir, que les immigrés soient montrés du doigt. C'est un appel plutôt à la conscience. Enfin, nous adressons bien sûr d'abord aux immigrés, et puis à tous nos concitoyens, et puis bien sûr aux chrétiens. C'est un appel finalement pour un vivre ensemble, même dans une situation difficile. Certes, il faut une législation, certes, il faut bien un certain nombre de décisions. Enfin, la loi, par elle-même, ne changera pas les cœurs. Et nous pensons que ce sont ceux qui sont porteurs d'intégration en eux qui la feront réussir, cette intégration. Le sentiment d'insécurité n'est pas bon. Alors évidemment, ça vient d'un certain nombre de choses dont sont aussi auteurs, des immigrés. Mais il faut que tout le monde prenne conscience que c'est pas la bonne voie. Ça peut amener à des catastrophes, ou alors vraiment à des dictatures, avec les camps de concentration et tout ce que ça entraîne, l'invivable dans la société. Je pense qu'en France, on a un esprit suffisamment démocratique et les valeurs de notre pays, il faut les retrouver dans ces occasions-là, quand c'est plus difficile. Réaction du garde des Sceaux, Pierre Méhaignerie, dès ce soir. Il tient à rassurer la commission épiscopale. Pour M. Méhaignerie, d'abord, il se dit très vigilant sur l'équilibre entre la sécurité d'une part et puis la défense du droit des citoyens de l'autre. Ensuite, M. Méhaignerie affirme qu'il y a un contrôle juridique réel des textes des réformes. Et puis enfin, il est prêt à recevoir la commission épiscopale pour en parler. L'insécurité, problème majeur des banlieues. Dernier point chaud en date, c'est Bagneux. Une bande de dealers de drogue régnait depuis plusieurs semaines sur cette petite ville des Hauts-de-Seine. Certains habitants de Bagneux ont décidé de faire la police eux-mêmes. Caroline Laudrin, Éric Mézy. Il a fallu qu'une bagarre éclate, qu'on incendie l'intérieur du chalet de l'association de réinsertion des toxicomanes pour que la Pierre Plate, une cité tranquille de Bagneux, présente les symptômes d'une cité à problème. Et pourtant, depuis 10 ans, familles et associations travaillent ensemble. Elles multiplient les activités socioculturelles pour éviter le désœuvrement des jeunes de la cité. Tout se passait bien jusqu'à l'année dernière, jusqu'à ce que des trafiquants de drogue d'une banlieue voisine investissent la cité pour exercer leur commerce. Vendredi dernier, exaspérés, les habitants du quartier ont réagi. La réaction, c'est une réaction des citoyens. La réaction, c'est une réaction de solidarité. Ils se sont dit non, ici ils ne vont pas venir s'approprier de notre territoire. C'est notre cité, on l'aime, on la défendra. Il y a 10 ans, les habitants avaient déjà dû faire la chasse aux dealers. Ils ont depuis réhabilité les immeubles et débarrassé le quartier des carcasses de vieilles voitures. Aujourd'hui, face au fléau de la drogue, c'est toute la cité qui réagit. Disons qu'on essaie de maintenir une présence, une solidarité entre tous les gens, une connaissance, pour que justement que les gens ne s'isolent pas dans la peur, chacun chez soi, etc. C'est pour ça qu'on n'arrivera pas à des groupes d'autodéfense et de vigiles. La sécurité, c'est l'affaire de la police. Pour la municipalité de Bagneux, seule une présence policière constante peut venir à bout de cette situation. Nous considérons également, c'est lié à l'existence du commissariat, mais qu'il n'y a pas les effectifs nécessaires, et notamment les îlotiers bien intégrés dans leur quartier, qui pourraient jouer un rôle considérable. Pour éviter que leur cité ne devienne un Chicago, tous les habitants de la Pierre Plate se sont mobilisés. Leur arme contre les dealers, la dissuasion.
L'économie au ralenti ce week-end, c'est bien sûr le week-end de l'Ascension. Malheureusement, la crise, elle, est permanente. En voici encore un signe. Les Champagne, Moët et Chandon ont décidé de supprimer 200 emplois. C'est la première fois depuis un demi-siècle que la célèbre marque champenoise doit agir ainsi. Et pourtant, en 92, la société Moët et Chandon a fait 200 millions de francs de bénéfices. Frédéric Crotta, Dominique Bonnet, en Champagne. Un 250e anniversaire placé sous le signe de la crise. Un plan social prévoit d'ici 18 mois la suppression de 220 emplois sur 1600, principalement sous la forme de départ en retraite. Chute de 20% des ventes, coût de fonctionnement interne trop élevé. Chez Moët, on anticipe, mieux vaut prévenir que guérir. Il faut à la fois que notre entreprise reste compétitive et en même temps faire en sorte que nous jouions le rôle que nous avons à jouer en tant que premier employeur sur le bassin d'emploi d'Épernay. L'idée des dirigeants de Moët et Chandon, filiale du groupe LVMH, c'est d'accompagner ce plan d'un fonds d'industrialisation qui permettrait d'assurer un nouvel emploi aux salariés en partance, mais les syndicats n'y croient pas. Il y a des entreprises en hyper difficulté qui ont des plans sociaux en préparation. Et ça, ce n'est pas possible de leurrer les salariés de cette profession et les salariés de chez Moët et Chandon sur les possibilités de reclassement. Plus qu'une crise du champagne, on parle ici d'une vraie bagarre. Pour l'instant, aucun producteur n'a fermé boutique. Ce que certains mettent en cause, c'est la logique financière de Moët et Chandon. Compte tenu de la crise économique actuelle en France et mondiale, certainement que les créneaux de prix sont trop élevés. En inventant le champagne, dont Pérignon ne se doutait pas qu'un jour, son vin serait au centre d'un conflit social. L'armée européenne qui prend corps petit à petit. À Strasbourg, aujourd'hui, François Léotard, le ministre de la Défense, rencontrait son homologue allemand. Ils ont rendu visite au corps d'armée européen en cours d'installation à Strasbourg. En 1995, ils seront 40 000 hommes. Pour l'instant, seuls les Français et les Allemands ont une brigade commune. La Belgique et l'Espagne sont les prochains pays à participer à ce corps de défense. Voilà, et puis à l'instant, François Léotard, le ministre de la Défense, vient de parler de la Bosnie. Il a dit que la France allait proposer prochainement au Conseil de sécurité de l'ONU de déployer de nouvelles troupes dans des zones de Bosnie où les civils sont encore menacés, une mesure qui pourrait être renforcée par une forme de garantie aérienne. À propos de la Bosnie, deux informations à noter aujourd'hui. D'abord, les combats qui ont diminué d'intensité durant la journée sur les principaux fronts de cette République. L'autre point, c'est que les grandes puissances sont à la recherche d'un accord sous l'égide de l'ONU. Russes et Américains se sont rencontrés et ils en discutent aussi avec les Européens. Bruno Albin, à New York. Avant Washington, demain, les Nations Unies, première étape du périple américain d'Alain Juppé. Ce week-end devrait aboutir à une nouvelle définition de la volonté des grandes puissances face au conflit de la Bosnie-Herzégovine. Lorsqu'Alain Juppé arrive pour rencontrer le secrétaire général de l'ONU, Boutros Boutros-Ghali, il a déjà lu la presse américaine. Le New York Times annonce notamment que Washington et Moscou se sont mis d'accord sur une nouvelle approche. Au cours de leurs entretiens d'hier, Warren Christopher, le chef de la diplomatie américaine, et Andrei Kozyrev, le russe, auraient décidé de prendre en considération la situation territoriale actuelle en Bosnie, c'est-à-dire de ne plus demander aux Serbes de se retirer des zones conquises, notamment sur les territoires musulmans, au moins temporairement. Objectif, contenir et stabiliser la situation. Russes et Américains reprendraient également l'idée française des zones de sécurité, ces enclaves musulmanes menacées par les Serbes et qui seraient protégées par les casques bleus, voire même par l'aviation alliée. On serait bien loin du découpage proposé par le plan Vance-Owen et face à une donne tout à fait nouvelle. Ces rendez-vous diplomatiques de New York et de Washington sont l'occasion d'un constat, la bouée de sauvetage de la paix dans l'ancienne Yougoslavie. Le plan négocié par Lord Owen et Cyrus Vance ne peut plus servir à grand-chose dans l'état actuel de la situation. Reste à savoir si les principaux partenaires de la communauté internationale souhaitent le faire évoluer, l'amender, ou si plus radicalement, ils vont décider pendant le week-end de lui tourner le dos. Des soldats qui sont engagés sur de nombreux fronts, ce sont bien les soldats de l'ONU, on vient de le voir pour la Bosnie. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous signale que demain, l'émission de Claude Sérillon, Géopolis, à 13h30, demain samedi, donc, sera justement consacrée à l'organisation des Nations Unies et à son rôle dans le monde actuel. En tout cas, l'un des pays où l'ONU est fortement engagée, c'est le Cambodge. À partir de dimanche, les Cambodgiens vont voter librement pour la première fois depuis des décennies. Un scrutin sous haute tension tout de même, car les Khmers rouges veulent le saboter, ce scrutin. Et les soldats de l'ONU sont souvent bien impuissants face aux combattants Khmers rouges. C'est à Siem Reap, tout près des fameux temples d'Angkor, que nos envoyés spéciaux Dominique Derda et Jean-Jacques Le Garec ont pu le constater. Reportage.
Rien ne bouge et pourtant ils sont là, à quelques kilomètres tout au plus. Les Khmers rouges traversent régulièrement cette zone pour aller s'approvisionner plus au sud, au bord du Grand Lac. La route numéro 6 est la plus dangereuse du Cambodge. Depuis 2 semaines, les légionnaires n'étaient pas sortis de leur quartier. S'ils ont repris le travail ce matin, malgré la tension qui règne dans cette province, c'est parce qu'il reste trop de ponts à reconstruire et des centaines de kilomètres de routes à réparer avant la fin de la mission de l'ONU. Parce que la tâche est immense et que s'il leur fallait attendre la paix pour s'y mettre, autant baisser les bras tout de suite. Mais ils sont trop fiers pour cela, trop heureux aussi de rouler des mécaniques devant les enfants des villages. Demain pourtant, la route sera sans doute minée à nouveau et d'autres ponts sauteront. Les Khmers rouges ont montré qu'ils frappaient quand ils voulaient, où ils voulaient et qui ils voulaient. Et même l'UNTAC, c'est-à-dire l'ONU, quand ça les arrange. Est-ce que c'est pas un peu justement la démonstration que votre mission est assez limitée finalement? Et que les Khmers rouges font ce qu'ils veulent malgré tout? En fait, ils font ce qu'ils veulent. Mais tout sauf nous chatouiller trop près quand même. Siem Reap vit dans la crainte de la prochaine offensive. Les légionnaires ont renforcé leur défense. Un véritable camp retranché. À la moindre alerte, tous au poste de combat. Le 3 mai dernier, 200 à 300 Khmers rouges ont pénétré jusqu'au centre de la ville. Ils y sont restés toute la matinée avant d'être repoussés par l'armée et la police du gouvernement de Phnom Penh. Le message était clair, les Khmers rouges non seulement boycottent les élections à venir, mais ils ont tous les moyens de les perturber à loisir. Les observateurs étrangers venus s'assurer du bon déroulement du vote ont bien besoin d'être réconfortés. Beaucoup se sont décommandés à la dernière minute. Ils ont au moins aussi peur que les électeurs cambodgiens. C'est surtout une guerre des nerfs, une guerre psychologique, délibérée, menée par les Khmers rouges pour effrayer les gens et leur ôter ce qu'il leur reste de confiance dans ce processus électoral. Une guerre psychologique qui a non seulement fait fuir les milliers de touristes qui depuis plus d'1 an se bousculaient à Angkor, mais aussi les habitants les plus riches qui en avaient les moyens, partis à Phnom Penh ou à l'étranger. Les pauvres, les petits paysans, eux, viennent se réfugier dans les temples qui dominent la jungle. La guerre est toujours là, toute proche. Cette question maintenant, de quoi parlent les Américains aujourd'hui? Réponse des cheveux du président Clinton. Parce qu'il avait besoin de se les faire couper, les cheveux, Bill Clinton a fait venir un coiffeur très chic sur l'aéroport de Los Angeles, où le trafic a été paralysé pendant plus d'1 heure. Jean-Marc Ilouz, embarras à la Maison-Blanche. Hier, la nouvelle coupe d'Hillary faisait les délices des gazettes. Mais si aujourd'hui, les cheveux courts du président mettent la Maison-Blanche de mauvais poil, ce n'est pas seulement parce que la presse américaine coupe les cheveux en 4. C'est vrai, la semaine dernière en Californie, il y avait urgence. La tignasse présidentielle exigeait instamment le ciseau. Et à l'escale de Los Alamos, un barbier local se verra confier la nuque et les pattes du chef de l'exécutif américain avant une émission de télévision. C'est le lendemain, à Los Angeles, que l'affaire s'envenime. Pour la coupe de cheveux proprement dite, Bill Clinton convoque Christophe, le coiffeur belge des stars de Hollywood, à bord de l'avion présidentiel Air Force One. 2 pistes de l'aéroport seront interdites à la navigation pendant 56 minutes, selon le Washington Post. À son retour à Washington, tard dans la nuit, Bill Clinton peut être fier de sa coupe de luxe. Il ne sait pas encore qu'elle aura aussi un prix politique. Ricanement de la presse pour les explications embarrassées du porte-parole de la Maison-Blanche. Sarcasme de l'opposition républicaine qui a beau jeu de souligner que le président ferait mieux de tailler dans le déficit fédéral. Les services d'un coiffeur à 1000 francs la coupe, 20 fois ce que paye un Américain moyen. Voilà une maladresse qui frise la provocation, surtout quand on compte sur son image de président populiste pour faire voter beaucoup de nouveaux impôts. Ça frise en effet. Quant aux Anglais, c'est pour la gorge de la reine-mère qu'ils s'inquiètent. La mamie de tous nos amis britanniques s'est étranglée. Alors tout le Royaume-Uni est en émoi. Christian Marimono. La reine-mère Elisabeth compte sur sa bonne étoile. Hospitalisée hier à l'hôpital d'Aberdeen en Écosse, elle a dû subir une opération bénigne à la gorge. Fleurs, cartes, souhaitent à la Queen Mum, comme on l'appelle ici familièrement, un prompt rétablissement.
Les Britanniques suivent de très près les bulletins de santé fournis par l'hôpital. À l'âge de la reine-mère, 92 ans, toute opération est délicate. Son petit-fils, son favori, est très inquiet. You must have been concerned. Oh yes, of course I was. Wouldn't you be concerned about your grandmother? Yes, I am very much, but she's all right. It's a similar thing that happened before, unfortunately. But she's better, thank goodness, and I hope we'll be out at least by tomorrow. La mère de la reine Elisabeth II est la plus populaire de la famille royale. Son dynamisme, son sourire, sa gentillesse sont ses grandes qualités. Ce soir, un seul titre dans la presse populaire, l'opération de la reine-mère. Autour de sa résidence londonienne de Clarence House, quelques touristes, aucun sujet de Sa Majesté exprimant une quelconque inquiétude. Même sérénité à quelques mètres, Buckingham Palace n'a fait aucun commentaire. L'affaire Attali suite, c'est en France, donc la polémique se prolonge à propos de Verbatim, le dernier livre de Jacques Attali. Outre l'affaire du plagiat, soulevée par le Nouvel Observateur et Elie Wiesel, c'est maintenant la crédibilité de toutes ces notes sur les 5 dernières années de la présidence de François Mitterrand, c'est toute sa crédibilité qui est mise en cause. Attali aurait aussi mélangé en effet quelques faits et quelques dates. Bruno Roger-Petit. Au commencement, il y a le livre, Verbatim. Il y a l'auteur, Jacques Attali, conseiller spécial du président pendant 10 ans. Et il y a une ambition, livrer un compte-rendu authentique et incontestable des années Mitterrand, vues de l'Élysée. C'était une volonté d'être aussi rigoureux que possible dans le compte-rendu et aussi précis que possible dans le détail des dialogues. Car je crois qu'une conversation de chef d'État ou une situation internationale se comprend mieux, en tout cas pour le citoyen, si on en donne le dialogue, que si un acteur le réécrit à sa façon. Noble ambition aujourd'hui contestée. Voici Elie Wiesel qui accuse Jacques Attali de plagiat, preuve à l'appui. Voici aussi Laurent Fabius ou Robert Badinter qui contestent certaines scènes ou propos rapportés par Jacques Attali et les concernant. Question, un historien peut-il se fier à Verbatim? On se rend bien compte que c'est un matériau, mais qui appelle donc réserve, critique, un examen, et qu'il y a au fond, je ne dirais pas qu'il y a tromperie sur la marchandise, mais il y a quand même une utilisation probablement excessive de la part de Jacques Attali de la référence à l'histoire. Moralité, Verbatim n'est sans doute pas l'œuvre objectivement incontestable dont rêvait Jacques Attali qui invoque aujourd'hui pour sa défense la licence littéraire. Reste un témoignage subjectif sur les années Mitterrand, témoignage livré aujourd'hui et demain au jugement de l'histoire. Autre écrivain, autre habitué des scandales, Jean Edernalier. Il rameute la presse parce qu'on veut saisir son appartement. Marie-Hélène Bonneau. Coup médiatique réussi pour Jean Edernalier, soutenu par quelques amis et les habitants de son immeuble. Maître Vignat, l'huissier, un gilet pare-balles sous son impair, a dû se contenter de lire les 3 ordonnances de justice avant de se voir empêcher l'accès de l'immeuble. Bien, allez, on ouvre la porte s'il vous plaît. Non, vous n'entrerez pas. Non, il n'en est pas question. Non. Vous n'allez pas ouvrir la porte contre le gré des locataires. Vous n'allez pas ouvrir la porte contre le gré des propriétaires et des locataires. Monsieur l'huissier, vous êtes en train de faire du scandale sur la voie publique. Ah, oui. Je vous rappelle la loi. L'appartement du directeur de l'Idiot International doit être vendu à la chandelle le 27 mai. Jean Edernalier a été condamné à verser 4 millions de francs à Bernard Tapie pour diffamation. Mon petit Don Quichotte malheureux, je veux quelque chose de très ordinaire, de très simple. Mais si c'est un duel entre Tapie et moi, je reprends aujourd'hui le flambeau de la guerre. Et on ne mourra pas vivant et on ne rentrera pas dans mon domicile. Le pouvoir l'a écrasé d'une façon absolument disproportionnée. Le pouvoir ne doit pas s'attaquer comme il l'a fait cette fois-là, enfin comme il l'a fait il y a quelques mois, à un pauvre type qui n'a que son stylo pour se défendre. L'huissier a tenté de demander le concours de la force publique, mais il n'a pas eu l'autorisation du préfet. Jean Edernalier, lui, n'a pas cédé et continuera de s'opposer par tous les moyens à la vente de son appartement. L'Égypte, côté archéologie maintenant. Dans ce pays, des découvertes sont encore faites chaque jour sur l'époque des pharaons et même avant. Des grottes datant de plus de 3000 ans avant Jésus-Christ viennent ainsi d'être découvertes par hasard dans le sable. Découvertes d'une importance exceptionnelle. Geneviève Moll. C'est au niveau de cette tombe du maître des chariots de Ramsès II qu'on a découvert les grottes archaïques.
Elles contiennent des concrétions calcaires et des gravures qui montrent que l'Égypte prédynastique avait un climat tempéré. Pour l'instant, on ne voit sur les murs du tombeau que le voyage du défunt, qui doit convaincre le gardien de chaque porte de l'au-delà de le laisser passer. Les gravures archaïques ne sont pas filmables. Mais la découverte est capitale sur ce site d'Abou-Sir, un peu oublié aujourd'hui, bien qu'il soit assez proche des pyramides de Gizeh. Dans les grands sites égyptiens, Gizeh, Saqqara, et Abou-Sir en est un pas très connu du grand public, mais c'est un site aux yeux des anciens Égyptiens, il était aussi important que Gizeh par exemple. Dans tous ces sites-là, vous avez des éléments pré-dynastiques, vous avez des éléments très anciens, puis l'Ancien Empire, ce que nous appelons l'Ancien Empire, donc le règne des grands pharaons, des grandes pyramides s'installe, et puis ça continue. On va jusqu'au Ramesside, et par exemple dans cette tombe qui a été découverte, on voit très bien qu'il y a des scènes du livre des morts, il y a des scènes datant de l'époque ramesside. En fait, c'est un peu comme pour nos cathédrales, un lieu sacré, ça continue. Il reste encore 80% de l'Égypte à fouiller. Mais ce lieu sacré et ces étranges peintures permettront peut-être de comprendre, enfin, la genèse des grands empires égyptiens. Voilà, et l'occasion de vous rappeler que le dernier roman de Christian Jacques que vous venez de voir, c'est justement La pyramide assassinée. C'est publié aux éditions Plomb. Le journal télévisé explore le temps. Remontons encore un petit peu plus loin, à l'époque des dinosaures. Les dinosaures, c'est la folie des enfants, même en France. Car, vous le savez peut-être, le film de Spielberg va bientôt sortir aux États-Unis. Il s'appelle Jurassic Park et il va encore intensifier la mode. Florence Bouquilla, Arnaud Le Goff, reportage dans le parc de Saint-Vrain. Pour Laurent, la forêt peut être un refuge, empli des mystères, des créatures qu'il aime. Ce brontosaure-là mesure près de 8 mètres de haut et pèse 30 tonnes. Aucune crainte à avoir, c'est un végétarien convaincu. De plus, il n'a jamais rencontré l'homme, puisque comme tous les grands reptiles, il est mort il y a 65 millions d'années. Mais que ferait Laurent s'il voyait ces monstres revenir? Je resterai en écart d'eux pour savoir, et après j'avancerai à petits pas. Et pourquoi tu voudrais les voir pour de vrai? Pour savoir leur mystère d'avant. Avant, on y retourne donc, au parc de Saint-Vrain dans l'Essonne. Impressionnant, bien que statique, des animaux préhistoriques faits d'acier et de polystyrène, réalisés sous l'autorité du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Je pense qu'il y a toujours eu une fascination des enfants pour ce qui était très différent d'eux, pour des animaux à une échelle qui était absolument gigantesque, et pour tout ce monde inconnu et tout à fait fascinant. Il y a le tricératops, il y a l'iguanodon, le stégosa. Qu'est-ce qui te plaît chez eux? C'est qu'ils se défendent bien, ils se défendent facilement. L'attirance spontanée des enfants a aussi été habilement relayée par une campagne commerciale très pointue avec le lancement du magazine Dinosaures. Et ce n'est qu'un début. La fête à Douarnenez. L'année dernière, vous vous souvenez, il y avait eu Brest 92, un rassemblement gigantesque de vieux bateaux, rassemblement qui s'était terminé à Douarnenez. Cette année, on recommence dans ce petit port qui est devenu aussi un musée. Jacques Deveau. Dès les premières notes, vous êtes dans le bain. Au port-rue, le temps suspend son cours. Retour en arrière, au temps des pinasses, des barges et des chaloupes sardinières. Face à ces témoins de l'histoire, tout au long des quais, une foule s'agite. Ici, on démarre la construction d'un voilier de 48 mètres de long. Là, on tresse les cordages à l'ancienne. Le Rocamadour, langoustier en bois désarmé en 1989, accueille ses visiteurs. C'est un bon bateau. D'ailleurs, un bateau de 30 ans, comme ça, dans cet état-là, c'est un bon bateau. Les bateaux en fer qu'ils construisent maintenant ne dureront pas aussi longtemps que cela. Nostalgie et fierté, Port-Rue est bien plus qu'un musée, le couronnement d'un phénomène apparu il y a une vingtaine d'années en France. Redonner vie à un patrimoine maritime presque disparu, il a fallu reconstruire, parfois sans plan, à la lumière de rares témoignages, pour rappeler qu'il y avait une vie avant le plastique. Maintenant, je crois que c'est entré dans les mœurs. Le patrimoine maritime a vraiment sa place dans le patrimoine national. Et le patrimoine maritime, il a son port d'escale, son port d'attache, c'est le port musée. Outil touristique, Port-Rue attend 300 000 visiteurs par an. Les pêcheurs espèrent qu'ils ne deviennent pas l'unique activité de la région et que leurs bateaux ne rejoindront pas le musée. Le chanteur Phil Collins en vedette au Festival de Cannes. Il est en effet l'acteur principal d'un des films présentés en compétition ce vendredi. Une comédie d'un jeune réalisateur australien qui s'intitule Fraude. Un humour très noir. Pascal Deschamps.
Phil Collins joue beaucoup au dé dans Frauds, c'est même le passe-temps favori de cet assureur excentrique pour qui la vie n'est que pari et blague, pas toujours du meilleur goût. Une histoire inventée par un jeune réalisateur australien de 28 ans, un gamin tout étonné d'être à Cannes avec cette comédie très noire, le sale môme de la compétition. Et bien sûr, le personnage de Collins, c'est lui. C'est l'histoire de quelqu'un qui ne veut pas grandir. Et moi, je ne veux pas grandir, je ne me sens pas prêt. Sale môme donc, Phil Collins va jouer au dé le sort d'un couple bien tranquille qu'il est décidé à faire chanter. Pour moi, c'est un jeu. Je leur dis, vous jetez le dé. Et si ça tombe sur un chiffre pair, je m'en vais et je vous fiche la paix. Mais si c'est impair, alors là, on continue. Est-ce que votre personnage fait dans le film toutes les choses que vous n'osez pas faire dans la vie? Non, je suis bien trop gentil. Ce réalisateur, Stéphane, me disait tout le temps, et quand tu étais petit, tu ne faisais pas des blagues aux chiens en leur attachant un sac enflammé au bout de la queue, comme tu fais dans le film? Ou des choses comme ça? Et je disais, non, j'ai jamais fait ça. Et lui me disait, oh, moi, j'arrêtais pas. Et moi, quand j'étais petit, je faisais que jouer de la batterie. Peut-être que j'ai raté quelque chose. Frauds, c'est une comédie à suspense. À force de faire des farces, on risque de se faire attraper. Ok, si c'est impair, je vous invite à dîner ce soir. Ah zut, le téléphone sonne. Perdu, c'est un 2. 1, 3 ou 5, j'enlève mon t-shirt. Mais si c'est 2, 4 ou 6, c'est toi qui l'enlèves, d'accord? Allez, on enlève. Voilà, je vous dirai pas si Pascal Deschamps a effectivement enlevé son t-shirt. Moi, je sais simplement que c'est une femme de parole. Avant de terminer ce journal, une précision sur l'affaire que nous évoquions au début de ce journal. L'OM a-t-il triché? Vous savez, les dirigeants de Valenciennes ce soir affirment que Glassman, le joueur, a bien été contacté, qu'on lui a bien proposé de tricher. Mais dans l'état actuel des choses, il est impossible d'identifier qui que ce soit. Et en tout cas, on ne sait pas si c'est le fait d'un des dirigeants de l'OM. Et Valenciennes souhaite bonne chance à l'OM en Coupe d'Europe. Voilà, fin de cette édition du journal. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet. Du soleil partout, annonce Nathalie, sauf en Bretagne, demain. Prochain rendez-vous avec l'information Philippe Lefebvre vers 23h30, après Bouillon de culture de Bernard Pivot. À demain, dès le journal de 13h, juste avant Géopolis. Bonne soirée sur France 2.